Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec le groupe Interial sur le thème l'APSC, un nouveau levier managérial. Le groupe Interial, partenaire de cette manifestation, accompagne les agents publics et leur propose une protection en santé et en prévoyance qui intègre des services de prévention et d'accompagnement novateurs, forte d'une histoire de bientôt 150 ans, créée par et pour des agents du service public. Interial agit dans le seul intérêt de ces agents qui en sont à la fois bénéficiaires et propriétaires. Également partenaire de cette manifestation, la NDRHDT, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines des territoires, qui regroupe des responsables de ressources humaines des collectivités territoriales, que ce soit des conseils départementaux, régionaux, mairies, EPCI, etc., ainsi que leurs principaux collaborateurs. Alors, comment penser la PSC autrement ? En d'autres termes, investir dans la PSC, tel est l'objectif de cette webconférence qui proposera des pistes différenciées et adaptées aux réalités du terrain. Elle sera aussi l'occasion de dépasser le dispositif technique en faisant appel à la créativité des équipes RH, des collectivités et des centres de gestion. Mais cette webconférence, elle est aussi là pour vous répondre à vos questions que vous pourrez poser via la fenêtre questions qui est en bas de votre écran. Nos intervenantes et intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette webconférence sera en replay. Vous pourrez la retrouver, elle sera en ligne sur le site VK et le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Et pour en parler, trois intervenants que je m'empresse de vous présenter. Muriel Gibert, bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du groupe Interial et de la mutuelle Interial en charge de la fonction publique territoriale. Vous êtes administrateur territorial général, vous avez eu des postes de direction en région, en département et en centre de gestion. Vous avez été maire adjoint d'une commune de 45 000 habitants à peu près, je crois, pendant près de 24 ans. Donc pas mal d'années, une grande partie en RH. Et vous avez été membre du Conseil Sup, enfin du CSFPT, Conseil Sup pour l'appeler amicalement, pendant 12 ans. Patrick Corroyer, vous êtes directeur du département RH de Nantes et de Nantes Métropole. Vous êtes président de l'association que j'évoquais tout à l'heure, l'association des DRH des territoires. Et Bruno Colignon, sapeur-pompier de carrière, 2 mandats de président d'une organisation syndicale représentative, toujours présent et toujours très engagé pour préserver le service public. Je crois que vous avez aussi côtoyé Muriel Gibert à une époque au fameux Conseil Sup que j'évoquais tout à l'heure. Merci à tous les trois de votre présence. Et je vous propose que nous commencions tout de suite, en commençant par vous, Patrick Corroyer. La PSC, qui est vraiment notre sujet, sur lequel il y a eu, reconnaissons-le, beaucoup d'émissions récemment, très souvent sur des points qui sont relativement techniques. Alors bien sûr, c'est un sujet technique, mais si on l'intègre à une vision RH, si je puis dire, de la protection des agents, à l'amélioration de la qualité de vie au travail, à une vraie politique de santé, je dirais. Est-ce que cette PSC, c'est pas d'abord un sujet politique, dans le bon sens du terme? Patrick Corroyer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour en avoir échangé au sein du bureau de l'association, mais aussi dans le cadre professionnel, en fait, comme beaucoup de sujets qui paraissent spontanément très techniques, en RH, d'abord, il y a une question de politique, voire de philosophie. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de dire les taux, les montants, quelles modalités pratiques on met en place, c'est quand même d'échanger avec le politique, en particulier avec son élu RH ou évidemment son maire, voire son directeur général des services, parce que j'allais mettre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'administration est une administration qu'elle est plus performante dans la compréhension de ce que recouvre la prévoyance. Il y a quand même besoin de se prendre ces temps-là, donc en particulier je vais prendre juste sur les élus, mais évidemment c'est valable aussi pour sa direction générale, et de dire que veut-on mettre derrière ce terme prévoyance, quel risque on veut couvrir. C'est pareil pour la mutuelle, évidemment, quel risque on veut couvrir. Et ça c'est important, parce que j'ai plutôt zoomer là sur la partie prévoyance, mais en disant, il faut se mettre d'accord en disant quel risque je prends, quel type de population. Est-ce que je veux plutôt préserver mes agents sur des risques de maladies à court terme ou à long terme? Parce que c'est souvent couplé à d'autres mesures, y compris la prise en charge ou pas, en cas d'arrêt maladie court par du présentiel. Évidemment, quand on est au 80e jour et que la prévoyance prend son rôle, comment on l'accompagne? Mais dire, voilà, comment vous, élus, vous souhaitez accompagner en disant, est-ce que
la maladie a un impact plus fort à court, moyen ou long terme? Généralement, quand on pose cette question-là, on a une réponse. Il vaut mieux se la poser au début, parce que sinon on travaille un petit peu à vide, sans se dire évidemment ce que l'on veut. Et est-ce qu'on veut plutôt travailler sur des personnes qui sont en CLM, plutôt également sur des reprises d'activités, et puis ensuite, effectivement, se dire sur la finalité. Est-ce que vous voulez couvrir le risque que de l'agente ou de l'agent, ou est-ce que vous voulez couvrir le risque de l'agente et de l'agent, mais dans sa famille, avec ses enfants? Est-ce qu'on a une rente éducation? Est-ce qu'on a un certain nombre de maladies qu'on rentre dedans en priorisation? Est-ce que lorsque l'on échange dedans, est-ce que les maladies silencieuses, par exemple, beaucoup ont des plans d'action égalité, et les maladies silencieuses, comme l'endométriose, par exemple, certains l'ont mis dedans. Mais effectivement, est-ce que c'est un sujet ou pas? Est-ce que l'on couvre ce type d'action? Et ça, c'est effectivement, c'est un temps préalable nécessaire, parce que je ne suis pas sûr que spontanément, si le DRH ou le DGA en charge des ressources en parle directement à l'élu, qu'il soit tout à fait armé à ce type de réponse. L'URH, la mobilité, la formation, il sait ce que c'est. La mutuelle, sans doute largement plus, parce qu'à titre individuel, il y a de fortes chances qu'il en ait une. Mais, mais même déjà sur cette partie-là, effectivement, même chose en disant qu'est-ce que vous voulez couvrir? Est-ce que vous voulez couvrir un risque collectif avec un contrat très général? Ou est-ce que vous voulez couvrir et adapter à chacun avec une réponse? Quelle est votre philosophie, en fait? Et donc, ça, c'est effectivement pour différencier la garantie, dire ensuite, peut-être aussi techniquement, est-ce que vous voulez ou pas que la collectivité participe? C'est pas spontanément gagné. Est-ce que vous voulez participer? Est-ce que vous voulez de la gratuité? Et si vous voulez de la gratuité, quel type de catégorie? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est qu'une catégorie? Est-ce que vous voulez privilégier les hauts revenus, les bas revenus, les couches moyennes, les familles qui ont des enfants? Voilà, tous ces types de questions que moi, je pense qu'il faut poser au début pour poser le cadre. Nous, on a dans notre collectivité, on fixe un cadre repère en disant voilà les 2 ou 3 finalités que l'on a à la fois sur la mutuelle, à la fois sur la prévoyance ou d'autres dossiers. Et après, on va cranter en termes d'explication pour dire par rapport à ces questions comment on y répond. Mais si on n'est pas clair sur la question, si on n'est pas clair sur la philosophie, on risque de partir bille en tête sur des réponses très techniques que peu maîtrisent au début, donc on pourra effectivement être pédagogique, mais surtout ne pas forcément répondre à ses propres questions. Donc ça fait partie d'un environnement complet, qui est effectivement la sécurité de nos agents, mais sur le volet social. Et donc cette partie-là, effectivement, ça doit s'emboîter dans les autres modules, et la prévoyance et la mutuelle en font partie. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que ce que vous dites évoque deux choses. La première chose, c'est le retour, enfin, j'utilise le mot retour, je ne devrais peut-être pas, en tout cas de l'élu employeur, avec tout le sens que ça veut dire. Hein. Et puis le fait que c'est effectivement un dossier très, très technique, avec les problèmes que ça peut poser en termes de négociation, de connaissance de ces dossiers. Mais on reviendra un petit peu sur ces sujets-là tout à l'heure. Sur cet angle, je dirais, politique, Bruno Gonillon, quel est votre regard? Je me rappelle que dans une autre enceinte, vous aviez eu une formulation qui disait c'est un sujet qui nous engage au-delà de la rémunération. Bruno. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui nous engage. Je crois même avoir précisé que c'était un sujet qui nous obligeait parce que la protection sociale complémentaire, que ce soit sur le versant santé ou sur le versant prévoyance, relève quand même d'une spécificité qui est celle de la santé. Et c'est ce qui, de mon point de vue, et c'est un point de vue partagé, je crois, aujourd'hui par bon nombre de personnes, actrices et acteurs de la fonction publique territoriale, au regard de tout ce qui peut se négocier par ailleurs, hein, que ce soit au niveau de l'action sociale, voire des conditions de travail, des niveaux de rémunération, la protection sociale complémentaire a ceci quand même de particulier, qu'elle vient compléter le régime obligatoire, la Sécu, la sécurité sociale, et qu'à partir de là, de la protection sociale complémentaire, c'est réfléchir à la thématique des conditions de soins, de l'accès aux soins, de la pérennité de l'accès à la santé pour toutes et tous. Et il me semble que ça en fait vraiment un sujet majeur de la réflexion et de la négociation. Alors, la loi de transformation de la fonction publique ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a enfin intégré cette approche-là dans son texte fondateur.
certes de manière imparfaite, hein, je ne serai pas ici le défenseur de cette loi. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au sein duquel j'ai eu l'occasion de côtoyer notamment Muriel Gibert, s'est aussi emparé depuis de nombreuses années de cette thématique, puisqu'il y a eu de nombreux travaux en auto-saisine. Vous savez que le Conseil sup a cette capacité de pouvoir travailler en amont sur des sujets qui lui semblent être des sujets prégnants au sein de la fonction publique territoriale. Pour mémoire, une instance paritaire employeur et représentante des personnels. C'est donc un sujet qui est régulièrement mis sur le dessus de la pile, mais qui, malgré tout, a un petit peu de mal à s'imposer, de mon point de vue, à la place qui devrait être la sienne, y compris avec les négociations qui sont donc en train de se mettre en place avec les perspectives de l'obligation, du coup de la participation employeur. Mais on sent bien quand même que la route est encore un peu longue avant d'arriver à un accès qui soit le plus équitable possible pour toutes celles et ceux qui incarnent des missions de service public. Alors, je vais compléter ce que dit Bruno Collignon, moi, me paraît important, c'est-à-dire qu'on parle de la négociation, puis surtout de l'obligation. C'est une évidence, c'est le projet de décret, mais il ne faudrait pas perdre pour ceux qui l'ont mis en place de façon facultative. Et beaucoup l'ont fait. Moi, je suis partie d'une collectivité qui l'a mis en place en 2008, la prise en charge financière. Ce qui est obligé, effectivement, une chose un peu particulière, c'est d'être pédagogue. C'est-à-dire, justement, si on n'a pas la philosophie, si on n'a pas le sens, on ne peut pas expliquer. Et comme chaque agente et agent devait adhérer individuellement, il fallait que chaque agente et agent comprennent le sens d'adhérer à une mutuelle et une prévoyance. Et ça, on le fait systématiquement, par exemple, dans ma collectivité, à chaque arrivée des nouveaux arrivants et des nouveaux cadres, ce que je fais juste ce matin, par exemple, où on explique effectivement, vous devez, voilà pourquoi. Et c'est vrai que ça oblige à être pédagogique, parce que quand c'est obligatoire, on se pose des fois moins de questions potentiellement. C'est pour ça qu'il faut vraiment se les poser. C'est que si on dit, bah oui, c'est obligatoire, il y a une participation, et puis bah, l'élu va dire, bah voilà, ça nous coûte tant, voilà, c'est encore un montant supplémentaire, et donc il faut forcément être pédagogue, il faut dire quel est l'avantage individuel et collectivement aussi. Quand on y reviendra forcément sur cette partie-là, comment ça rend plus attractif une collectivité. On reviendra sur ce sujet-là, notamment sur la com interne, parce qu'on a déjà reçu des questions sur ce point-là, sur l'importance de communiquer, et même l'aide qu'éventuellement peuvent apporter certaines mutuelles pour aider à la communication en interne. Sur ce premier point un peu général, un peu politique, puisqu'on a utilisé le terme. Alors, vous aurez compris, si vous regardez vos écrans, que Muriel Gibert est avec moi en studio et que Patrick et Bruno sont à distance. Muriel, sur cet angle-là, à la fois en réaction aux propos qu'on avait pu entendre, et puis votre vision sur ce regard un peu global et politique et cette réflexion comme une collectivité acteur de santé. Alors, pour moi personnellement et plus largement pour le groupe Interial dont je suis la vice-présidente, la PSC ne doit pas être considérée comme une obligation, parce que quelquefois on a des collègues des RH qui disent « Ah, j'ai encore ça en plus à faire ». C'est vraiment ce que nous avons dit, un nouveau levier. Les DRH des collectivités en ce moment ils sont souvent sous la ligne de flottaison, donc pour eux c'est extrêmement lourd à porter. Mais c'est vrai que il faut le considérer comme un nouveau levier managérial, et surtout, et je remercie à Patrick de l'avoir rappelé, c'est en fait une PSC rénovée, puisque ne l'oublions pas, en territorial, nous avons été largement précurseurs, puisque depuis le décret du 8 novembre 2011, il y a la possibilité de manière facultative pour les collectivités de faire des politiques santé ou des politiques concernant la prévoyance. Alors peut-être juste une précision au début de cette webconférence, je pense que nous n'évoquerons pas aujourd'hui, ou peut-être avec les questions, la notion de labellisation, parce que la labellisation, c'est effectivement le deuxième pilier de la PSC qui est prévu dans le décret, mais la labellisation reste encore une démarche, c'est une démarche individuelle. L'agent adhère à une formule labellisée chez n'importe quel opérateur, et l'employeur lui donne une contribution. Donc nous n'en parlerons pas. Nous renverrons surtout à d'autres webconférences sur ce sujet-là. Le but aujourd'hui, c'est de parler de cette notion de panier, alors en santé, de panier de soins, en prévoyance de choix des prestations que l'employeur souhaite apporter à ses agents en fonction de la politique qu'il mène.
Il faut prendre effectivement cette PSC comme un enjeu social, un levier de RH, et je dirais presque de fidélisation de ses agents dans une collectivité. Plus les décideurs adapteront cette politique de santé et de prévoyance aux attentes et aux besoins de leurs agents, plus ce sera une incitation à rester dans la collectivité dans laquelle on est. Et j'insiste parce qu'on va y revenir, mais je suis pour nous c'est très important. Le panier de santé, le panier de soins et le panier de prévoyance doivent être la résultante d'une concertation étroite entre l'employeur, l'élu employeur, le DG et le RH et les partenaires sociaux. Parce que pour faire une politique de santé adaptée aux besoins des agents, adaptée à la géographie de la collectivité, eh bien, il faut une concertation étroite. Alors, on viendra effectivement sur ces sujets-là, notamment aussi sur le dialogue social et l'impact que la PSC a pu avoir ou a actuellement sur ce dialogue. Là, on a une première question qui était plutôt générale. On sait très bien que dans la territoriale, il y a des spécificités, notamment l'immense diversité des métiers. Quelle chance, autour de 300 à peu près. Environ. S'ajoutent à ça des situations différentes, des périodes de vie différentes, des territoires différents, à la fois en santé comme en prévoyance. Comment est-ce que, notamment à Nantes, et peut-être avec des membres de l'association avec lesquels vous avez pu en parler, vous envisagez de répondre à cette diversité, Patrick? À cette diversité, ça passe déjà fortement, et on a tous beaucoup d'outils là-dessus, de diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître nos collaboratrices et collaborateurs déjà. C'est que pour bien répondre, effectivement, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on échange philosophiquement et politiquement, mais nous aussi, il faut qu'on connaisse bien. Ça t'est dit, il y a plus de 250 métiers dans les collectivités. Moi, j'en ai une, on a plus de 150 représentés. Mais en tout cas, au niveau de la NRHDT, quand on échange, on a tous, ou à peu près, les DRH, les mêmes métiers qui sont en hypertension et en repos pour raison de santé. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a cette partie diagnostic, et ça fait partie des éléments importants pour dire comment on intervient en complément sur la partie que disait Muriel Gilbert, sur la partie soins et prévoyance, mais parce que c'est un complément de la prévention, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut pas mettre du préventif et du curatif. La PC n'est pas du curatif, donc il faut bien le mettre dedans, et en échangeant en même temps, parce que c'est aussi positiver, parce que ça peut aussi paraître comme une contrainte. Ça a été dit par Muriel Gilbert, c'est un DRH, mais c'est encore un truc de plus à mettre en place, c'est encore un truc budgétaire pour les élus, qui est en plus de positiver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit améliorer en parallèle toute notre démarche préventive, parce que le but, c'est effectivement pour qu'un contrat soit le plus viable, c'est de pas l'utiliser, j'allais dire quasiment. Donc c'est aussi une chaîne, c'est-à-dire que il faut pas se dire à un système, ça y est, c'est obligatoire, c'est un truc en plus, puis les agents, de toute façon, maintenant, ils vont être couverts à 100%, quelle que soit leur situation. Ça serait une mauvaise réponse. C'est-à-dire que la réponse, elle est bien de dire effectivement comment je le valorise et comment je suis pédagogue. Quand on faisait négocier avec les organisations syndicales, aujourd'hui, quand on négocie, on se rend compte qu'on ne parle surtout que du coût, que des modalités. Mais effectivement, le décret devra prévoir aussi un peu de ce point-là, et comment nous, on le met dans cette échelon de diagnostic des métiers en tension. Donc, du coup, on connaît un peu plus nos populations. Et par exemple, pour ceux qui sont mutualisés aussi, ce qui est mon cas, c'est pas tout à fait pareil en termes de réponse quand on a une commune, une interco ou une métropole. Voilà, Nantes, c'est Nantes et une métropole, c'est le CCAS, c'est l'École supérieure des beaux-arts. Donc, c'est un certain nombre de structures qui sont différentes. Et donc, la réponse, au final, devra être aussi adaptée. Et c'est pour ça que les paniers de soins sont aussi intéressants, parce qu'ils devront être adaptés aussi en fonction de la population, du risque avéré à ces populations, mais aussi de la structure elle-même. Puisque quand on a 2/3 de catégorie A sont en région, c'est pas tout à fait pareil que d'avoir 80% de catégorie C en termes de risque et de sinistralité. Et ça, la sinistralité, c'est aussi propre à chacun. Donc au début, tout le monde doit travailler déjà à bien connaître ces zones de risque, ces métiers à risque, ces potentiels collègues qui utiliseront plus ou moins les paniers de soins et de prestations. Bruno, sur ce sujet de la diversité à la fois des métiers et des situations. Oui, alors c'est vrai que c'est un des sujets qui mérite d'être pris en compte et discuté le plus en amont possible. Moi, à ce stade, quand même, peut-être ce qui me semble important
de rappeler dans le cadre de notre échange, c'est que la protection sociale complémentaire, que ce soit au niveau de la prévoyance ou de la santé, vient couvrir un risque qui n'est pas nécessairement lié au risque professionnel. Puisque le risque professionnel, par définition, une maladie professionnelle, un arrêt de travail en lien avec un accident de travail, se retrouve couvert par d'autres dispositions réglementaires de santé publique, fort heureusement d'ailleurs. Donc, même si effectivement, le fait de bien connaître les agentes et les agents concernés en fonction de la strate de collectivité, ou un conseil départemental n'est pas le même que... Allô ? Vous disiez que le personnel d'un conseil départemental est un petit peu différent d'une autre collectivité. Voilà, et lui-même différent du personnel qui assure ses missions au sein d'une collectivité plus ou moins importante, notamment les petites collectivités. Mais au final, la protection sociale complémentaire santé-prévoyance permet simplement d'offrir des garanties complémentaires par rapport au risque de la vie courante, en fait. La maladie qui peut parfois, et souvent d'ailleurs, être complètement décorrélée du risque lié au milieu professionnel. Donc, si effectivement il est important qu'il y ait une vraie démarche de concertation et de pédagogie, en fait, entamée avec tous les acteurs et toutes les actrices d'une même collectivité ou établissement public, il me semble qu'il est important de ne pas perdre de vue que l'objectif de la protection sociale complémentaire, c'est de venir compléter ce que le régime général, à un moment donné, n'offre plus, et de manière complètement décorrélée du risque professionnel, fort heureusement couvert par d'autres dispositifs. Alors, à cette question de diversité, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit, mais c'est plus sur les réponses qu'on peut apporter. L'idée de répondre à ces publics différents avec des besoins différents, c'est un petit peu l'idée de ces fameux paniers de soins, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, dans la mutuelle que je représente, nous avons déjà beaucoup réfléchi sur tout cela, et nous partons du principe que, évidemment, il y a le panier de soins de base, et d'ailleurs, dans la territoriale, il est aujourd'hui très inférieur à ce qu'il a été décidé en accord interministériel, donc il est relativement plus proche de celui de l'accord national interprofessionnel du privé. Mais je pense qu'à la limite, ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un panier de soins de base, de moyenne gamme, et grâce à la participation financière de l'employeur, les agents pourront se permettre de s'offrir ce que j'appelle des surcomplémentaires, mais je les appelle nous les appelons nous des PAC, ça peut être des options, qui vont correspondre à tous les âges de la vie et tous les moments de la composition familiale aux besoins réels de l'agent. Je m'explique juste, alors on ne peut pas faire du sur-mesure, c'est de l'adaptation plutôt large, mais par exemple un agent de 28 ans célibataire ne va pas avoir les mêmes besoins en santé qu'un jeune couple, que de jeunes parents avec 2 ou 3 enfants, qu'un couple de jeunes seniors, voire un couple de gens un peu plus âgés. Et donc l'idée, c'est qu'avec la participation financière que va offrir l'employeur, l'agent puisse choisir une fois par an, 1, 2, voire 3 packs, pourquoi pas, il ne faut pas faire des packs chers, mais il faut faire des packs fermés, et il va prendre, alors par exemple, l'orthodontie, un supplément de garantie orthodontique quand il a des jeunes enfants, par exemple, pour des jeunes seniors, des examens d'ostéodensitométrie ou de chirurgie réfractive qui ne sont pas bien remboursés à la fois par la sécurité sociale et par le panier de soins de base. On peut avoir des médecines douces qui sont un pack, par exemple, médecine douce ou pratique, ostéopathique, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y ait en fait un menu et qu'à partir du menu, il y ait des options à la carte que l'agent pourra s'offrir sans avoir besoin de payer plus qu'il ne paye aujourd'hui, puisqu'il y a la contribution de l'employeur, et cela correspondra très précisément, le plus précisément possible aux besoins qu'il a, sachant que quand on a des enfants qui sont grands, l'orthodontie enfantine ou le traitement de la bronchiolite, on n'en a plus besoin. Donc ça permet une adaptation
de l'ensemble de la couverture santé aux besoins effectifs de la composition familiale et aussi de l'emplacement géographique, parce que au-delà de ce que disait M. Corroyer, sur lequel j'adhère pleinement, c'est-à-dire qu'on ne traite pas la santé des agents d'une métropole comme on va traiter la santé des agents d'une commune rurale, parce que ce n'est pas les mêmes métiers et ce n'est pas les mêmes besoins. Et de la même manière, il faut pouvoir coller aux attentes réelles de la population que l'on dirige. Et je terminerai juste en disant que la notion de prévention, il faut de la prévention avant même d'avoir des prestations santé. Nous en sommes totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons, créé une mutuelle fille, sœur, comme vous voulez, qui est une mutuelle de prévention et qui sera accessible dans tous les contrats de manière à ce que les agents aient cette prévention avant même d'avoir la mutuelle, le remboursement complémentaire. Alors, on voit bien dans les remarques que l'on reçoit et les questions que une des questions de fond, c'est d'arriver à trouver un bon équilibre entre le collectif et l'individuel, si je puis dire. Et que être trop individuel, c'est pas ce que vous dites, hein, mais c'est pas du tout. Être trop individuel, il y a un risque qui peut être un risque peut-être de défection de certains, une prestation qui du coup soit éventuellement moins d'adhérents, une prestation de moins de qualité. Comment est-ce que vous ressentez ça, Patrick Corroyer? Alors, c'est vrai que c'est un fin mixage, parce que aujourd'hui, comme on est sur la base du volontariat, en fait, je disais tout à l'heure, il faut être pédagogique et faire comprendre l'intérêt d'être protégé correctement, à la fois sur la mutuelle et la prévoyance, puisque les agents adhèrent totalement librement à l'action. Donc, il faut qu'ils la comprennent. Donc, aujourd'hui, avoir des panels de soins est compliqué à le faire, puisque le risque potentiel que l'on a aujourd'hui, peut-être moins demain, parce que quand tout le monde sera adhérent, c'est d'avoir des cotisations de base qui augmentent du fait qu'il y a un très fort taux d'utilisation en fait de ces prestations, puisque sur une collectivité où on a, la mienne par exemple, il y a 9300 adhérents sur la base du volontariat, sur la prévoyance. 8000 sur la mutuelle. Donc on est sur des taux extrêmement élevés, 9300 volontaires qu'il met sur 18 structures différentes, hein, puisqu'on gère à la fois pour la ville de Nantes, le CCAS, la métropole, mais aussi pour d'autres communes. Donc on a effectivement un levier. Et l'équilibre que l'on regarde, c'est que ceux qui utilisent moins financent en partie ceux qui utilisent beaucoup. Et donc on joue beaucoup sur le côté collectif. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur lequel on est obligé de communiquer. Demain, effectivement, il faudra quand même qu'on soit vigilant sur cette partie collective et d'enjeux collectifs, parce que si on met un module de base très fortement utilisé, soit en mutuelle, soit en prévoyance, effectivement, les contrats, ils risquent d'être un peu déséquilibrés, voire très déséquilibrés, et du coup très coûteux. Et donc, le système de base peut augmenter. Donc, il y a une question de coût à regarder. C'est pour ça qu'il y a quand même une question de bien connaître sa population, de bien poser le diagnostic en interne, de dire qui potentiellement pourrait le mettre. Si je prends la prévoyance, c'est relativement simple. Ça devrait être tous les agents qui atteignent le 91e jour d'arrêt maladie. Quand est-ce qu'il se passe un demi-traitement? Est-ce que l'IFSE, le SIA que l'on verse, est donné? Parce que je rappelle que passer la deuxième année, première année, on ne peut pas compenser dans le cas de CLM, CLD, l'IFSE, le SIA. Donc, il y a des choses très techniques quand même. Et ensuite, c'est le conseil administratif d'Opel de Nantes du 12 avril 2022, le rappel, par exemple. Donc, il y a effectivement une jurisprudence aussi sur ce sujet-là, très précise. Et donc, de bien prendre des exemples types, c'est ce qu'on a fait. L'NDRH aussi, quand on échange, on prend un métier type avec un peu une structure type et on voit et on communique là-dessus aux agents pour dire voilà, vous êtes adjoint technique. Si demain vous avez cette maladie, accident du travail, lié à ce qu'a dit Bruno Collignon, vous n'êtes pas impacté, c'est bien la collectivité qui prend tout, donc vous n'êtes pas concerné. On est bien là dans le cas d'après 12 mois d'arrêt maladie, les CLM, CLD. Et donc on a parlé par typologie d'arrêt pour que les gens comprennent. Ce qui fait qu'on a effectivement, sur la base de volontariat, 92% d'agents qui adhèrent. 92%. Ça, je trouve ça résultat pour une collectivité, sachant que nous, on prend 23,43 € par mois pour la mutuelle et la prévoyance en brut, soit 20 € par mois pour la mutuelle labellisée et un contrat collectif de prévoyance 20 €. Et quand on compare les collectivités de même taille à la NDRHDT, on est sur les mêmes montants. Grosso modo, entre 15 et 25 € par mois de prise en charge des taux qui sont pour ceux où on a beaucoup d'adhésions sur la base du volontaire, sur une participation forte quand même, faut le dire, financière de la collectivité, ce qui fait que nous, les premiers échelons catégorie C ne payent pas ou très peu
en cas de prévoyance, voire de mutuelle. Donc c'est un peu l'objet qu'il y aura aussi sur la participation. Et là, je rejoins ce que dit Muriel Gilbert, c'est-à-dire je ne suis pas en contradiction, c'est de dire effectivement sur la base, il faut se dire quelle est la base et quel niveau de prise en charge on prend. 10, 20, 30, 50, la loi prévoit des taux évidemment, mais nous on peut aller au-delà. Est-ce qu'on prend 100% sur une base? Est-ce que le reste peut considérer comme facultatif? Et dans ce cas-là, effectivement, c'est la liberté en fonction de sa typologie. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. En philosophie, il faudra vraiment se dire jusqu'où je vais. Est-ce que je vais à la gratuité pour les modules de base? Et qu'est-ce que je mets dans le module de base? Ça, c'est une vraie question, parce que le module de base, mutuel et autres, effectivement, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maxi, en fait. Donc, on peut le mettre. Voilà. Donc, intéressant. Le faire par métier avec une vigilance à long terme et moyen terme. Je disais, nous, ça fait quand même depuis, on avait mis avant la participation potentielle oubliée 2011. Et donc, on a eu des effets d'augmentation assez conséquents de nos contrats et des tensions parce que le prix vient après. Et du coup, on revient à expliquer, attention, c'est normal que les prix augmentent parce que, comme tout assureur, la sinistralité augmente. Donc, aussi ce côté pédagogique en disant comment on accompagne, mais ça a aussi un coût et la qualité a un coût. Ça, c'est mon dernier point avant de vous passer la parole, Hugues, c'est de dire à un moment donné, la qualité a un coût, ça, faut pas l'oublier. Il ne faudra pas se focaliser sur la participation employeur et sur le montant. Il faudra bien dire la qualité de la presta. Et ça, effectivement, on ne pourra pas répondre non plus, dans le sens de Muriel Gilbert, à toutes les demandes. Ceux qui ont vraiment, qui ont des lunettes, qui ont besoin d'aide à tous les niveaux, effectivement, on ne va pas couvrir tout ce risque-là si certains ne l'utiliseront jamais. Donc, ça va être effectivement le bon niveau et sans doute individualiser une petite partie tout en jouant le collectif sur une base très large qui reste à déterminer. Mais il faut que cette base-là concerne quand même une très grande majorité des agents. Avant de demander à Muriel Gilbert ce que veut dire dans son esprit qualité de la prestation, si je puis dire, peut-être 2 mots, Bruno, si vous voulez réagir ou compléter. Oui, avec plaisir. Alors, je connais bien le fonctionnement de bon nombre de mutuelles qui sont des actrices dans le versant territorial, pour les avoir côtoyées pendant de très nombreuses années. Interial en fait partie, la MNT et d'autres. Donc, je connais les valeurs qu'elles portent, et je pense qu'elles n'ont pas changé, notamment au sein de la mutualité française. Il me semble que nous devons collectivement rester très, très attentifs, et je sais, pour bien connaître la démarche qui est celle exprimée par Muriel, que l'idée de l'individualisation de l'offre d'une mutuelle, en l'occurrence de la mutuelle Interial, peut avoir du sens. Je dis simplement qu'il nous faut rester très attentifs que dans un environnement qui est quand même assez enclin à l'individualisation, donc à l'individualisme, la protection sociale complémentaire ne vienne pas entretenir l'idée selon laquelle, finalement, y compris en matière de soins ou de prévoyance, ce qui doit importer au préalable, c'est le propre intérêt qu'on trouve dans telle ou telle offre ou dans telle ou telle adhésion, plutôt que l'idée quand même que c'est le collectif. Patrick l'a évoqué, Muriel l'a aussi indiqué, c'est bien le collectif qui systématiquement doivent nous animer, enfin les dimensions collectives qui doivent nous animer, parce qu'il me semble qu'en termes de valeur, c'est quand même l'une des clés de voûte de ce qui doit prévaloir systématiquement en matière de réflexion lorsqu'on parle de protection sociale complémentaire, que ce soit en santé ou en prévoyance. Sur la partie accidentogène de tel ou tel métier, vous l'avez rappelé, Hugues, moi j'ai fait ma carrière au sein sapeur-pompier professionnel. Sa dangerosité, hein, c'est la loi qui le disait. Pardon ? Allô ? Vous êtes D'accord. Oui, donc une filière qui est reconnue pour sa dangerosité, la loi l'a même prévu de manière très explicite. Pour autant, quand on regarde par exemple les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers entretiennent leurs conditions physiques tout au long de leur carrière, on peut dans le même temps se dire que finalement c'est une population qui n'est pas si exposée que cela au risque de santé courant, hein, je ne parle pas de l'accident de travail. Donc c'est dire combien il est compliqué en fait d'essayer d'individualiser le risque par rapport à un autre. La question de l'âge aussi, nous le savons aussi bien les uns que les autres, parfois on est bien surpris de voir que malgré notre jeune âge, malgré le fait qu'on ne fait pas partie de la population cible de tel ou tel risque en matière de santé, eh bien on peut se retrouver confronté malgré tout à des besoins de santé qui ne rentreraient pas forcément dans l'un des packs qui, a priori, était plus particulièrement prévu pour
la tranche d'âge dans laquelle nous nous trouvons. Voilà donc simplement des éléments de réflexion qui méritent d'être bien évidemment débattus, et c'est, je crois, comprendre ce que fait Muriel au sein de la mutuelle intérieure. Absolument, et d'ailleurs on va lui laisser la parole après ces deux interventions riches. Alors, j'ai du mal m'exprimer et je vous prie de m'excuser. Il n'y avait pas du tout de notion d'individualité dans ce que j'ai dit. Non, c'était des questions. Oui, oui, mais pour nous, il y a un panier de soins socle qui variera probablement en fonction d'un certain nombre de collectivités. Enfin, qu'on le veuille ou non, ça sera quand même très proche les uns des autres. Mais l'idée, c'est de dire que plus l'employeur va mettre en amont dans son cahier des charges des possibilités qui correspondent aux âges, mais de manière collective, c'est-à-dire qu'il y aura 1 ou 2, 3 packs, et donc il y aura peut-être, je ne sais pas, 30% d'agents qui seront concernés par tel ou tel pack, mieux ça sera. Et c'est dans le cadre de justement des valeurs dont parlait Bruno et que je partage totalement sur la fonction publique, c'est-à-dire que pour éviter le recours d'agents à des surcomplémentaires qu'on peut trouver absolument partout et qui seraient des plus justement individuels. Moi, l'idée, c'était de traiter les cas particuliers par des packs prévus dans le cahier des charges, donc largement réfléchis par la collectivité et par les différents acteurs, les partenaires sociaux, donc qui soient totalement le fruit d'une réflexion collective, mais qui permettent d'améliorer sensiblement le panier de soins en s'adaptant aux nécessités des âges, etc. Voilà, c'était ça. Mais nous sommes bien évidemment dans le cadre d'une réflexion collective et c'est tout l'intérêt du levier managérial parce que cela permet aux différents partenaires de partager des valeurs, des idées, et même d'être inventifs. Je pense que dans le cadre de la PSC, on a la possibilité sur les paniers de soins d'être un petit peu inventif, voire anticipateur. Je m'explique. Il y a aujourd'hui des prestations qui sont peut-être un petit peu classiques, mais favoriser la chirurgie réfractive, favoriser le remboursement d'un certain nombre d'actes qui ne sont pas encore totalement intégrés dans le socle de la sécurité sociale, ça peut être aussi une opportunité intéressante sur le management de ces équipes. Alors, là, je pense que chacun a eu le temps de s'exprimer avec un petit peu de temps dans un créneau d'1 heure. Là, pendant ce temps-là, les questions s'accumulent. Il va falloir y répondre tout de même. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Alors, il va falloir le faire. C'est des questions qui sont, pour certaines, très pertinentes. Par contre, je vous demanderai, pour celles qui y répondent, d'être le plus bref possible dans les réponses. Certaines sont surprenantes, parfois. Que répondre à certains maires élus qui pensent que la mise en place d'un contrat de prévoyance favoriserait l'absentéisme des agents? Alors là, je veux bien répondre. Bon. C'est peut-être l'ancienne directrice de centre de gestion qui va parler, mais mes collègues, ça a été, depuis 2011, un argument devant auquel nous avons tous été confrontés. C'est oui, mais si je fais une prévoyance, les agents n'auront aucun intérêt à continuer à travailler et ils s'arrêteront. Alors, il faut d'abord expliquer... C'est déjà avoir une haute idée de ces équipes. Voilà. Alors, il faut expliquer que malheureusement, les coups durs n'arrivent pas qu'aux flemmards, qu'il y a toujours un effet d'aubaine et personne ne peut nous le contester. Il y a toujours des gens qui trouvent les failles dans lesquelles ils peuvent se glisser, mais c'est quoi? C'est 2%, 3% de la population, donc il ne faut pas généraliser. Et surtout, il faut bien se dire que quand il y a un contrat de prévoyance, il y a aussi au bout des facilités, nous le faisons et d'autres mutuelles le font aussi, qui permettent de faciliter le retour à l'emploi, d'essayer que les agents se sentent moins seuls, d'essayer de les soutenir psychologiquement. C'est d'ailleurs tout le principe d'une mutuelle affinitaire, hein, c'est de ne pas se contenter d'être vendeur de prestats santé ou prévoyance, mais d'être au bout de la chaîne, aussi bien en prévention que a posteriori quand il y a eu un grave problème. D'autres questions on va prendre à chaque fois l'une ou l'un d'entre nous pour répondre à chaque question. Ce sera une autre question qui concerne beaucoup la mutualisation des contrats. Alors, est-ce qu'on peut mutualiser des contrats via un centre de gestion, une interco ou une agglo?
c'est beaucoup de questions qui sont posées par des petites collectivités qui se sentent peu attractives dans des contrats avec des prix de groupe qui restent élevés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Est-ce que Muriel peut peut-être répondre? Est-ce que à Nantes, est-ce qu'il y a une mutualisation telle que la question a été posée? La mutualisation, elle a été faite, puisqu'en fait, nous, on est sur un territoire où il y a une densification du nombre de fonctionnaires assez conséquent. Nantes, Loire-Atlantique, à 1 kilomètre, j'ai le conseil régional, et à 1 kilomètre, le conseil départemental. Et donc, la question s'est posée. Donc, le centre de gestion de Loire-Atlantique a une prévoyance mutualisée, des contrats sur cette partie-là, qui ont été travaillés également sur l'ensemble des communes du centre de gestion. Le département l'a fait, et nous, Nantes et Nantes Métropole, on le fait pour le compte des communes également non affiliées au centre de gestion, d'où les 18 collectivités et établissements publics qui ont partager le même contrat de prévoyance que nous. Sur la mutuelle, c'est un peu différent sur les soins, puisque comme beaucoup, on est sur, comme l'a dit tout à fait Muriel Gilbert, de la labellisation. C'est-à-dire que là, du coup, il y a beaucoup moins de réflexion avancée sur ce volet-là, puisqu'on participe pour ceux qui ont une mutuelle qui est labellisée. Mais sur la prévoyance, évidemment, donc ça veut dire que, pour les communes non affiliées, il faut forcément qu'il y ait cette réflexion, soit au sein d'un réseau RH, il y a des associations qui existent, je ne vais pas en vendre une plus que l'autre, évidemment, mais c'est aussi des échanges. Parce que quand on fait des colloques, nous, au sein de l'association, ces questions reviennent régulièrement, évidemment. Le risque psychosociaux, l'absentéisme lié au Covid, on était à 12% de moyenne de l'absentéisme. Le Covid long, comment on le traite aujourd'hui? Sur une collectivité, si on ne se pose pas la question, il y a un souci. Puis juste pour finir, par rapport à la question du maire tout à l'heure, il faut juste que ce maire-là ou d'autres viennent dans des réunions où on intervient. Moi, j'interviens pour l'NDRHDT, sur la Ligue Entreprise, sur Europa Donna pour la lutte contre le cancer du sein, par exemple, ou l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et effectivement, quand on vient, je peux vous garantir une chose, c'est que les fonctionnaires qui ont eu une prévoyance, un accompagnement mutuel, on fait la différence. Je vois des personnes en pleurs qui économiquement sont dans une panade ingérable. Parce qu'en plus de la maladie, de la lutte qui sont là-dessus, ils n'ont économiquement rien pour vivre. Donc il suffit qu'un maire ou d'autres aillent simplement de temps en temps sur le terrain voir ce type d'instance et on ne se pose plus la question. Et la question, on l'a, et le retour, là par contre, on l'a immédiatement aussi. Et qu'est-ce qu'on peut être fier quand on a une collectivité qui est reconnue pour l'accompagnement? Mais ça passe par les mutuelles, la prévoyance, mais par le service social du personnel, par les systèmes de psychologues d'accompagnement, etc. Parce que là, je parle aussi de ces maladies, mais on parle peu de la récidive, qui est aussi un vrai sujet. Et là, effectivement, la couverture, elle est horrible. Quand vous avez un premier fait générateur d'une maladie, vous êtes relativement bien couvert par votre collectivité, le système actuel. Mais si 8 ans ou 9 ans après, vous êtes en récidive d'une maladie grave, vous avez utilisé tous vos droits. Et c'est là qu'intervient ce dont on parle et qui doit être majeur. Et effectivement, il n'y a pas de souci pour les gérer pour un RH. Parce qu'il y a bien longtemps qu'ils ne sont plus notre collectivité, pour certains. Il y a bien longtemps qu'ils ne viennent plus toquer à votre porte, vous demander quoi que ce soit, vous ne les connaissez plus. Et bien c'est ceux-ci, ce sont les minorités silencieuses qui sont concernées par la FPIC de demain. Je vais vous demander, merci Patrick, d'être encore plus bref dans vos réponses. Là, je vais essayer de regrouper 4 questions en une seule. Alors, ma question va être longue et une réponse brève. Les personnes qui réagissent sur ce que disait Muriel Gilbert sur l'opportunité d'être inventif sur les paniers de soins. Alors, c'était mélangé avec ce qu'évoquait Patrick et Bruno sur la communication, c'est-à-dire comment l'expliquer et surtout le faire comprendre aux agents, tout ce travail de pédagogie et aux élus aussi. Et ça se recroise avec l'impression que, quand on regroupe les questions, qu'il y a 3 temps importants. On a l'impression qu'il y a un temps à la fois de compréhension, un temps de communication, mais aussi auquel il faut rajouter un temps de formation, puisque peut-être des élus et peut-être d'ailleurs des syndicats qui vont bientôt changer, parce que si des gens doivent discuter entre eux, il vaut mieux qu'ils connaissent un petit peu le sujet. Hein. Et puis, est-ce que, s'ajoutant à ça, un temps je dirais, de mise en gestion? Et si on multiplie l'individuel par rapport au collectif, en plus du collectif, ce que vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de ce temps de gestion? Alors, tout le monde ne va pas pouvoir répondre à tout. Muriel, peut-être Bruno, à qui on n'a pas passé la parole, et Patrick après. Alors, je vais répondre. Je suis totalement d'accord sur les 3 temps.
sachant qu'il y a un premier temps qui effectivement est une réflexion, et Patrick en a longuement parlé, il en a très bien parlé, je crois qu'il a tout dit sur la connaissance des besoins et des attentes. Nous sommes totalement d'accord, et dans cette réflexion, il y a évidemment les partenaires sociaux qui sont plus que partie prenante à mon avis. Il y a le temps de la réponse. Moi, je suis très partisane des dialogues compétitifs parce que c'est dans un cahier des charges, c'est quand même relativement froid, et avoir un dialogue compétitif avec le donneur d'ordre, c'est très très important pour comprendre et son besoin, éventuellement lui souffler des idées qu'il n'avait pas eues, parce que on est souvent dans de la technique et de l'expertise que tout le monde n'a pas forcément. Moi, j'essaye avec mon expérience justement de faire ça. Et puis derrière, il y a le temps du déploiement. Et le déploiement d'un contrat, c'est beaucoup de pédagogie. Je suis 100 fois d'accord avec Patrick. Il faut de la présence terrain, c'est-à-dire il faut expliquer aux agents eux-mêmes pourquoi leur employeur ou la communauté d'employeurs a mis ça en place, quels sont les avantages, ce que les agents vont y trouver, parce que là aussi c'est très complexe et en fonction des catégories, tout le monde n'a pas la même perception. Et il y a le suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un agent qui va avoir une adhésion facultative ou obligatoire à un contrat dont il ne perçoit pas, je dirais, les méandres, la richesse, les possibilités. Le sens même. Et donc, la présence alors je vais dire la mutuelle, forcément, puisque je représente le monde des mutuelles, la présence de la mutuelle au jour le jour, avec des permanences, avec des guides, c'est-à-dire que le full web c'est très bien, mais le truc papier qu'on remplit et par lequel on adhère, c'est aussi très bien. Le contact précis avec l'agent et l'explication, peut-être encore plus en prévoyance qu'en santé, parce que c'est très complexe, c'est capital. Et c'est en ça que je pense qu'une mutuelle affinitaire est vraiment là pour répondre aux agents de la fonction publique territoriale, il y en a quelques-unes, c'est qu'elles connaissent le statut, les métiers, les besoins, et que ce sont des pairs qui parlent à des pairs, et ce ne sont pas des marchands qui parlent à des clients. Et ça, j'insiste, parce que c'est notre noblesse. Bruno Collignon, sur la longue question que j'ai posée, il y avait une partie où j'évoquais la formation à la fois des représentants du personnel, des syndicats et des élus, pour qu'il y ait un véritable dialogue, d'abord en connaissance des sujets, et puis peut-être même peut-on imaginer des formations communes, comme c'est évoqué dans une question? Oui, des formations communes sur ce sujet, comme sur bien d'autres d'ailleurs, me semble avoir du sens, effectivement, parce qu'il y a un code commun à partager, et je crois qu'il y a aussi des objectifs réellement partagés au sein des collectivités territoriales. S'agissant de la part que doivent prendre aussi les représentantes et les représentants du personnel, alors moi, pour celles et ceux que j'ai pu côtoyer, j'ai rencontré plutôt des gens qui étaient bien sensibilisés, plutôt bien formés sur les enjeux que représente la protection sociale complémentaire. Je pense que l'idée de pouvoir travailler en amont et ouvrir très largement le dossier sans tabou, dans la confiance et dans la transparence, pour reprendre deux thèmes qui feront peut-être sourire celles et ceux qui parfois discutent à mes côtés sur des thématiques liées aux négociations, au sens large du terme, me semble effectivement être essentiel. Alors, je sais que ça se fait dans bon nombre de centres de gestion, dans bon nombre de collectivités, dans d'autres, mais c'est la première question qui avait été soulevée et que vous avez reprise, Hugues, sur mais finalement, est-ce que si je vais trop loin, encore faut-il caractériser le trop, mais si je vais trop loin dans la couverture, est-ce que je ne vais pas inciter du coup en retour une forme d'encouragement à l'arrêt maladie et ainsi de suite? Je rappelle juste, parce que c'est aussi important, me semble-t-il, en matière de pédagogie, lorsque s'ouvrent de vraies négociations et de vraies discussions sur cette thématique, rappeler que derrière toute prescription, il y a un docteur en médecine, et qu'un agent ou une agente, aussi puissant ou puissante soit-il, ne peut pas s'arrêter quand il le souhaite. Donc ça relève bien d'une démarche médicale, et ça me semble être un préalable à rappeler, y compris dans un contexte de pure pédagogie. Patrick, peut-être sur cette large question, brièvement.
Non, 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 moi, c'est un vieux sujet. Quand on veut éviter un sujet, on dit ça va augmenter l'absentéisme. C'est un faux sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, l'union, voilà, il n'y a pas là-dessus. Moi, je trouve qu'effectivement, puis ceux qui l'ont mis en place, enfin, en tout cas, moi, de ma collectivité, ça n'a pas augmenté du tout. Par contre, l'absentéisme, une chose est sûre, par contre, ça a amélioré les modalités de reprise. C'est-à-dire que quand quelqu'un a au mieux vécu sa période d'absence ou il y a des soins qui sont performants, lunettes, dents, etc., il revient plus facilement travailler. Et ça, c'est mon constat professionnel au bout de quelques décennies comme des RH. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a été longtemps et qui est dans le besoin, etc., la reprise est encore plus dure. Elle est toujours difficile quand on a été longtemps absent de la collectivité ou si on a des mauvais soins. Mais si on a des bons soins et qu'on a été suivi par la collectivité sous les contrats, on reviendra donc à l'inverse. Je dirais que c'est plutôt une incitation et une bonne reprise plutôt que d'avoir des agents qui, finalement, même s'ils le veulent, ont beaucoup de mal à venir s'ils n'ont pas été couverts correctement pendant leur période d'absence. Il nous reste une dizaine. Je voudrais juste rapidement. juste dire quelque chose. Parce qu'en prévoyance, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à mutualiser, notamment les jeunes. Enfin, ce que j'appelle les jeunes, hein, c'est pas nous. Mais il suffit d'une mauvaise chute à ski pour être arrêté bien plus que 90 jours et donc d'être passé à demi-traitement. Et nous savons tous, quand on a été au RH, que le demi-traitement, c'est le début de la spirale de l'exclusion. C'est-à-dire que quand on passe à demi-traitement, l'école ne passe pas à demi-traitement, la crèche ne passe pas à demi-traitement, le loyer non plus. Et donc, s'il y a un message qu'il faut faire passer, c'est que la prévoyance concerne tout le monde et qu'il faut avoir de la prévoyance même quand on est jeune. Alors oui, Patrick l'a dit, on peut avoir l'impression de payer pour ceux qui l'utilisent davantage, mais c'est comme les assurances contre les incendies ou l'assurance voiture, c'est toujours quand on n'en a pas besoin qu'on trouve que c'est inutile, et quand on en a besoin, on dit merci. Et ça, c'est un message que je voudrais vraiment faire passer. Alors, on va reprendre une dernière question, et après je voudrais qu'on dise quelques mots de l'attractivité. Il y a des questions auxquelles nous ne répondrons pas, parce que ça pourrait être l'objet d'une webconférence complète sur notamment le niveau budgétaire, comment répondre à la PSC, ainsi qu'à l'action sociale, ainsi qu'à etc., etc. Ce sont des réalités, évidemment, mais on n'a pas le temps de les traiter correctement aujourd'hui. Peut-être juste une question sur l'adhésion facultative ou obligatoire. Est-ce que quelqu'un nous demande quelles sont les tendances actuellement ? Alors, moi, je peux répondre de ce que je connais, c'est qu'à ce jour, pour la territoriale, l'obligatoire ne prendra place qu'au 1er janvier 2026, et encore faut-il qu'il y ait eu un accord préalable au sein de la collectivité pour que l'adhésion soit obligatoire. Donc on reste sur de l'adhésion facultative, avec d'ailleurs pour les assureurs un risque important, parce qu'en fait on répond à une population potentielle, et après on s'aperçoit que le nombre d'adhérents n'est pas celui sur lequel on pouvait penser avoir des équilibres financiers. C'est à ce moment-là qu'entre en compte la pédagogie. Mais à la minute où nous parlons et jusqu'en 2026, il s'agit d'adhésion facultative. D'accord. Alors, il nous reste 8-9 minutes. On avait promis de parler d'attractivité. Avant cette émission, j'ai eu quelques échanges avec un certain nombre de candidats potentiels ou de personnes intéressées par les collectivités. Et en fait, au-delà d'attractivité que peut apporter la PSC, il y a très souvent cette expression qui était de dire... ça fait partie la PSC, enfin en tout cas la protection sociale des agents fait aussi partie du style de management choisi. J'avais assez aimé cette phrase en disant que la santé en fait devenait un outil de responsabilité sociale des organisations. Est-ce que cette perception de candidats potentiels ou de personnes qui s'intéressent à la territoriale, vous êtes en accord, Patrick Corré? Alors, il y a 2 ans, le colloque de l'NDRHDT portait sur l'attractivité des collectivités et surtout le manque d'attractivité des collectivités. Comment avoir des outils pour être plus attractifs, qui est un sujet qui continuera. Et je pense que dans quelques années, on se dira quels services on supprime faute de fonctionnaires. Mais aujourd'hui, c'est comment on rend attractif. Et quand on parle RSE, quand on parle d'un certain nombre de labellisations, quand on parle de la philosophie qu'on a des conditions de travail, forcément, c'est incitatif pour attirer des candidates et des candidats. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma carrière. Il y a 20 ans, on faisait 95% du temps de l'entretien en questionnant la candidate ou le candidat. Aujourd'hui,
Voilà, maintenant, je dirais, on a passé au moins la moitié du temps à être questionné. Et je pense que dans très peu de temps, 80% du temps, sera à expliquer ce qu'on a proposé à la candidate, au candidat. C'est ma perception que j'ai. Et en tout cas, qu'on avait collectivement mis il y a 2 ans, puis il y a 3 ans, on avait même fait pire, j'allais dire en colloque des RHDT. On s'est dit, mais les nouvelles générations, et là, c'est encore pire, on se pose pas la question du comment, on dit le pourquoi. Et le pourquoi, c'est pourquoi je travaille, quelle est la finalité, etc., etc. Mais aussi les conditions, le télétravail, le temps de travail. Pourquoi on me demande un cadre contraint? Et donc, effectivement, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces questions, comme m'a dit Muriel Gilbert, pour des problèmes de garde, donc, quand vous prenez en charge, que le déplacement. En fait, aujourd'hui, on a peu de marge de manœuvre sur la rémunération pure dans une collectivité. Alors, bien sûr, on a le régime indemnitaire, l'IFSE, les SIA, ça change, mais tout le package d'accompagnement, le service social du personnel, les psychologues du travail, les médecins préventifs, nous, on a 5 médecins par Nantes, tous ceux qui en ont, effectivement, il y a un vrai suivi. Et donc, à un moment donné, on peut arriver jeune et bien portant, comme disait Muriel, et se sentir invincible. Sauf qu'on se rend malheureusement compte que l'invincibilité, c'est très fragile, en fait. Voilà. Et donc, c'est aussi expliquer qu'à un moment donné, c'est un jeu collectif. Donc, même si on n'a pas besoin, peut-être qu'on en aura besoin, mais si tout le monde participe, les coûts sont très faibles. Et notre participation, même si on en a besoin, finalement, est faible. C'est là-dessus qu'on avait acté, nous, en disant, quand on l'a mis en place, ça vous coûte rien, en fait, grosso modo. Et donc, du coup, forcément, quand ça coûte rien, les gens adhèrent. Mais du coup, le fait qu'ils adhèrent beaucoup et ne pas utiliser font que ça reste pas cher. Alors que si effectivement je n'ai que des utilisateurs, entre guillemets, forcément, ce sera plus cher. Donc, à ce rail-là, mais c'est à le vendre. En fait, c'est plutôt la question aujourd'hui du RSE de dire tout ce que l'on propose, sans forcément que les personnes qui arrivent aient l'intention d'utiliser. Mais ils veulent se dire, en fait, c'est quoi la différence? Et ça fonctionne relativement bien. Et quand on le met, quand on fait sur des forums physiques, cette fois, à l'emploi, je peux vous garantir que le nombre de questions, il n'est pas tant sur le métier, parce que tout le monde voit ce que fait un jardinier. Par contre, est-ce que vous faites du phyto? À quelle fréquence vous faites ceci, cela, etc. Qu'est-ce que vous faites pour communiquer à tel endroit? Et les abeilles, comment vous faites, etc. Ça, c'est des questions que j'ai. Et c'est surprenant, je finirai là-dessus pour être plus court, c'est que moi, les recruteurs, ils sont obligés de connaître tout l'environnement plutôt que le métier. Alors qu'avant, c'était le métier, et ça fait partie de ce dont on parle, c'est de l'environnement. Et ceux qui seront bons sur l'accompagnement au quotidien, le préventif, y compris avec des mutuelles ou des sociétés de prévoyance, qui accompagneront de plus en plus avant que ça n'arrive, en fait, le meilleur assureur, c'est ceux qui finalement n'utilisent pas. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Et ça, je suis persuadé que ça sera un plus pour celles qui y sont. Celles qui n'ont pas, qui diront j'ai pas l'argent, je peux pas, ils décrocheront. Donc comme ça, ils n'auront pas de soucis. Ils n'auront pas les agents du tout. Très bien. Bruno et Muriel, sur ce sujet de l'attractivité. Alors, c'est un des sujets notamment qui faisait partie de notre webconférence. L'attractivité, effectivement, elle se mesure aussi sur la dimension protection sociale complémentaire. Moi, j'y rajouterais volontiers, puisqu'on a parlé rapidement de la notion de valeur. Que dire d'une collectivité qui aujourd'hui ferait le pari de dire aujourd'hui une offre labellisée ou une offre dans le cadre d'un contrat qui serait de 30 € par exemple. Cette offre-là, elle représente 3,3% pour quelqu'un à temps partiel qui perçoit 900 € de traitement par mois. Elle représente 2% pour quelqu'un qui est à 1 500 € et elle représente seulement 1% du traitement de quelqu'un qui est à 3 000 €. Corollaire de cela, ça veut dire que pour que quelqu'un qui est à 3 000 € ait le même impact sur son adhésion à la protection sociale complémentaire, là où celle ou celui qui est à temps partiel est sur une offre à 30 €, la personne qui, elle, est à 3 000 € de traitement peut s'offrir du coup une offre protection sociale complémentaire équivalent à 100 €. Pourquoi est-ce que je viens aussi proposer une réflexion sur ce terrain-là? C'est parce que on a parlé Muriel notamment l'a dit, le secteur de l'assurance ou autre qui finalement offre une prestation au regard d'une cotisation et quand on en a besoin, on est bien content. La sécurité sociale, c'est pareil, la retraite, c'est pareil. Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à un moment donné à poser la question en termes de est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un accès à la protection sociale complémentaire qui serait en fait au regard du coût supporté par chacune et chacun des agents et agentes territoriales de la collectivité, finalement, en termes de pourcentage du traitement rigoureusement identique, ce pourrait être aussi un élément d'attractivité que de mettre en avant cette notion d'équité au sein d'une seule et même collectivité. Question posée. Fin de cette conférence. Alors, sur l'attractivité, moi, je
je suis persuadée que la PSC en fait partie. Et pour répondre à une question, je pense que ceux qui font de la PSC dans leur collectivité, puisque c'est encore facultatif, ce sont des gens qui sont intimement convaincus de la valeur de l'homme et de la femme, enfin de la valeur de l'humain, et qui font très attention à la qualité de vie, mais pas seulement à la QVT, à la qualité de vie des agents qui travaillent pour la collectivité. Donc je pense que ça passe par de l'empathie, des valeurs, etc. Pour répondre à Bruno, ne pas oublier qu'il y a une pondération qui va de 1 à 3, et j'insiste parce que certains en ce moment ont une petite tentation de limiter cette pondération de 1 à 3. Je pense qu'elle est importante parce que justement, elle est là pour favoriser l'équité. C'est un débat long, on pourrait y revenir. La PSC, je pense que c'est un formidable levier d'attractivité à partir du moment où elle est pensée, expliquée, suivie et maîtrisée sur le temps. C'est pas un coup comme ça, oh, je vais faire de la PSC, bon, je fais un cahier des charges et puis il roule. Non, c'est une belle réflexion en amont par des gens qui connaissent leur personnel. C'est une complicité, pardon de dire ce terme, entre celui qui va assurer et celui qui, enfin, et le donneur d'ordre. Et puis après, c'est un suivi par celui qui assure, avec la mise en place de moyens humains pour des humains par des humains. Il faut surtout pas en faire un outil qui est hors sol. Ça reste avant tout de la matière humaine que l'on traite à tout niveau. Je pense que le mot complicité est assez adapté étant donné votre parcours et votre connaissance des sujets. Écoutez, on va devoir s'arrêter là. Alors, c'est un exercice de frustration, je le reconnais, pour les intervenants, un peu pour l'animateur et puis pour ceux à qui on n'a pas répondu. Mais je sais, parce que certains et certaines m'ont proposé, que les questions que vous avez posées, nous allons les garder, vous identifier, si vous êtes d'accord, et y répondre par ailleurs. Hein, et ce qui permettra que vous repartiez avec les éléments que vous avez demandé. En tout cas, merci infiniment à tous les trois. Merci à Interial d'avoir permis cette webconférence qui a été un moment de partage intéressant avec des avis variés, mais riches, et à très bientôt. Merci, au revoir. Bon après-midi.